L'espagnol PLD Space progresse à très grands pas. Le premier étage numéro 19 de SpaceX à Starbase se prépare pour son prochain vol. Des nouvelles surprenantes de SpaceX qui vont changer la face du monde spatial. La NASA retarde sa fusée SLS. Le français Maya Space réduit son ambition à Kourou. Et enfin, les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News, votre revue spatiale hebdomadaire. Le fabricant de fusées espagnol PLD Space a fait pas mal de progrès ces derniers mois sur sa fusée Miura 5. Que s'est-il passé en termes de fabrication, d'intégration et de tests et même d'infrastructures de lancement? Ils viennent de finir la fabrication et l'intégration des deux premières unités de qualification qu'ils appellent QM1 et QM2 afin de valider l'ensemble des sous-systèmes avant de lancer la production de l'unité de vol. Ils ont continué leur campagne de tests de qualification en parallèle sur tous les composants du lanceur, des moteurs à l'avionique et du logiciel aux algorithmes de guidage, navigation et contrôle. Les équipements de support au sol ou GSE sont en cours de fabrication en Espagne et subiront bientôt des tests sur site, tandis que les travaux de génie civil au complexe de lancement à Kourou progressent à très grands pas. À Starbase, en fin du mouvement, le premier étage numéro 19 a quitté la Mégabée pour effectuer un test cryogénique au site de Massé. Je vous rappelle que voilà moins de 2 mois et demi maintenant, le premier étage numéro 18 a fait la même chose, mais a souffert une explosion, ce qui a retardé l'essai en vol numéro 12. La Mégabée reçoit à présent le nez et la section de charge utile du Starship numéro 40 pour le commencement de son assemblage. Certains d'entre vous doivent connaître le réseau social X d'Elon Musk qui a été racheté en mars 2025 par XAI, une société spécialisée dans l'intelligence artificielle fondée également par Elon Musk en juillet 2023. La nouveauté est que SpaceX vient d'acheter XAI. D'un côté, c'est plus simple de consolider plusieurs sociétés, mais ici, les intentions de cette consolidation sont liées au fait que SpaceX se lance dans les data centers spatiaux, qui va utiliser les ressources de ces deux entreprises, mais qui va également nécessiter beaucoup d'argent pour y arriver, ce qui est la raison pour laquelle cette fusion est le prélude à l'entrée en bourse de SpaceX, prévue plus tard en 2026. En intégrant l'IA, SpaceX ne se présente plus comme une entreprise simple de transport, mais comme le pilier de l'infrastructure numérique du futur. Pour revenir sur l'ambition de SpaceX, ils ont fait une demande à la FCC pour une constellation de près d'1 million de data centers en orbite terrestre basse, entre 500 km et 2000 km d'altitude, communiquant via des liaisons laser à des vitesses colossales autour du pétabyte par seconde. Enfin, après seulement quelques jours, la FCC a accepté cette demande et rentre en période de consultation. Sur Terre, l'IA consomme énormément d'électricité et d'eau pour le refroidissement. En orbite, le froid du vide spatial et le soleil constant règlent ces deux problèmes. Un centre de données dans l'espace échappe aux contraintes géographiques classiques, ce qui soulèverait d'immenses questions juridiques et de sécurité nationale. C'est le prototype de ce que Musk veut installer autour de Mars pour que la future colonie possède sa propre puissance de calcul autonome. La fusée SLS ou Space Launch System de la NASA est la fusée en service la plus puissante au monde, jusqu'à ce que la fusée Starship de SpaceX rentre en service. Cette semaine, la NASA a effectué une répétition générale, c'est-à-dire simuler un compte à rebours et réaliser les tâches qu'ils doivent faire avant le décollage, excluant bien sûr les astronautes et le démarrage des moteurs. La répétition s'est presque bien passée. En effet, les réservoirs ont bien été remplis jusqu'au maximum et T-5 minutes à peu près, la NASA a arrêté la simulation due à une fuite d'hydrogène sur le système de remplissage, trop important pour continuer cette répétition. La fusée qui aurait dû voler en février volera peut-être en mars ou plus tard, pendant que la NASA répare le problème. Le CNES a lancé un appel à candidature pour réattribuer un emplacement sur son nouveau site de lancement commercial multi-utilisateur en Guyane française.
Cette place s'est libérée suite au retrait récent de MayaSpace, filiale d'Ariane Group, de ce site de lancement. Le site ELM est construit sur l'ancien pas de tir Diamant. Il est conçu pour accueillir plusieurs micro- et mini-lanceurs européens comme ceux d'ISA Aerospace, PLD Space ou Latitude. MayaSpace ne quitte pas la Guyane, mais en fait elle a été sélectionnée en 2024 pour reprendre l'ancien site Soyuz, plus grand et plus adapté à ses besoins. Elle y prépare d'ailleurs un premier vol suborbital pour cette année, mais néanmoins a décidé de ne plus utiliser ce deuxième site, une sage décision. Il faut apprendre à marcher avant de savoir courir. Donc, si vous êtes intéressé d'utiliser ce site, vous devez être basé dans l'Union européenne ou l'ESA, prenant en compte également la maturité technologique, la conformité légale, l'impact socio-économique et enfin l'impact environnemental. Pour le moment, c'est la société espagnole PLD Space qui pourrait inaugurer le site avec sa fusée Miura 5 plus tard cette année. Le 30 janvier, Rocket Lab a lancé une fusée Electron depuis la Nouvelle-Zélande pour sa mission Bridging the Swarm. La charge utile est un microsatellite d'observation de la Terre à haute résolution pour la surveillance des catastrophes naturelles. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission Starlink Group 601. Le premier étage a volé pour la 24e fois et a atterri sur le drone ship A Shortfall of Gravitas. Le 31 janvier, CRSC a lancé une longue marche 2C depuis la Chine pour sa mission ALSAT 3B, un satellite principalement composé d'instruments d'observation de la Terre à haute résolution. Et enfin, le 2 février, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour sa mission Starlink Group 1732. Le premier étage a volé pour la 31e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Un incident s'est produit une fois la mission finie, au moment où le deuxième étage devait se rallumer une dernière fois pour freiner et brûler dans l'atmosphère, ce qu'on appelle désorbitation, afin de ne pas devenir un débris spatial. L'ordinateur de bord a commandé le vidage des réservoirs et déchargé les batteries pour éviter que l'étage n'explose en orbite, comme convenu. Cet étage est maintenant un débris spatial inerte qui finira par retomber naturellement avec le temps. SpaceX doit prouver à la FAA qu'ils ont compris pourquoi l'allumage a échoué avant de pouvoir lancer la prochaine fusée. C'est pourquoi le vol Starlink Group 603 de cette semaine a été repoussé. En résumé, du 1er janvier au 5 février 2026, 22 fusées ont été lancées avec succès, 16 provenaient d'une entreprise américaine, parmi cela 10 étaient des missions Starlink, 2 SpaceX et 6 de Chine. Je vous quitte cette semaine avec une image prise par le télescope spatial Chandra de la supernova de Kepler, une explosion d'une étoile naine blanche ayant dépassé sa masse critique. Elle est située à environ 17 000 années-lumière de nous. La NASA a publié une vidéo en accéléré montrant l'expansion de ces restes. En compilant des données de rayons X récoltées entre 2000 et 2025, les chercheurs ont pu observer l'onde de choc grandir comme un ballon qui se gonfle. Le bas de la nébuleuse avance beaucoup plus vite que le haut. Cette différence s'explique par la densité du gaz environnant. Plus le gaz est dense en haut, plus il freine l'onde de choc. Ces 25 ans de données permettent de comprendre comment une supernova interagit avec son environnement galactique sur le long terme. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre actualité spatiale.